Reconduit au poste de ministre d'État, ministre de la Planification et de la Programmation du Développement dans l'actuel gouvernement gabonais, Casimir Oyemba a occupé de hautes fonctions sur le plan national et international. Ancien gouverneur de la BAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, ancien premier ministre gabonais au lendemain de la conférence nationale de 1990, ancien ministre gabonais des Affaires étrangères, il a représenté la candidature du Gabon à la présidence de la BAD, la Banque africaine de développement, en 2005. Homme politique, récemment réélu député du Parti démocratique gabonais dans le Komo mandat. Monsieur Casimir Oyemba est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir, monsieur. C'est la première fois que vous faites le déplacement sur le plateau de Télé Africa et l'émission Coopération internationale. Comment vous vous sentez étant assis là? Moi, je suis très bien. Je suis très bien. Je constate avec plaisir que vous êtes ici à Télé Africa bien installé. Vous avez apparemment le matériel qu'il faut. Votre studio est propre. Il est avenant. Donc, je vous en fais compliment et je crois qu'il est à souhaiter que cet exemple soit imité sur d'autres chaînes. Merci. C'est la première fois que nous recevons également à cette émission un membre du gouvernement gabonais, en exercice, bien sûr. Et c'est un honneur pour nous. Alors, nous allons vous questionner durant 45 minutes sur notamment le DSRP et sur les accords de partenariat économique. Mais bien avant, si vous nous permettez, quelques questions d'actualité. Lorsqu'on questionne les Gabonais, plus de 50% vous considèrent comme un homme intègre. Moi, je ne suis pas autorisé à faire les sondages, mais je suis habilité à faire au moins le micro-trottoir. Un homme intègre. Est-ce que vous avez entendu ces témoignages? Et quel est le commentaire que vous faites par rapport à ces témoignages, si vous avez entendu, bien sûr? Je vis au Gabon, comme vous, comme les téléspectateurs qui nous regardent. Je sais bien qu'un homme public est à l'écoute de ce qui se passe dans le pays. Et vous dire que cette appréciation que, d'après vous, les Gabonais font de moi, vous dire qu'elle m'est indifférente, ça serait mentir. Maintenant, je crois que ce n'est pas le plus important, n'est-ce pas? Je crois que le plus important, c'est que je me sente en ordre avec ma propre conscience. Et de ce point de vue-là, alors là, je n'ai aucun doute. Je suis en paix, en ordre avec ma conscience. Et j'essaye de faire le travail dont je suis chargé, en conformité avec les principes de cette conscience, en conformité avec les lois de notre pays, avec ce que je crois être l'intérêt de notre pays et de ses populations. Je crois que voilà. Et de ce point de vue-là, je dois dire que je ne suis pas habité par des remords particuliers. Tout à fait. On dit que vous aimez beaucoup les modernités. Et même étant déjà gouverneur de la BAC, c'est peut-être le choix qui se justifie, c'est-à-dire le choix de doter aujourd'hui votre ministère de la Planification d'un service intranet pour la performance. Semble-t-il, ce n'est pas un choix fortuit. C'est déjà ce qui est habité en vous, la communication directe, la centralisation, le bon management. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut d'abord que nos services, aussi bien ceux de mon ministère que ceux de l'ensemble des services administratifs gabonais, il faut que nos services fonctionnent de manière efficace, de façon à satisfaire de mieux en mieux les attentes
des populations gabonaises, parce que l'administration, elle est là pour servir les Gabonais. Et j'ai donc pensé, comme d'ailleurs l'ensemble du gouvernement, n'est-ce pas, le gouvernement pense qu'il faut développer ces nouveaux instruments d'échange et de communication. Et intranet, internet, le web, la toile, enfin bref, toutes ces appellations qui sont à notre disposition aujourd'hui, nous devons les utiliser pour travailler mieux, pour travailler plus vite, pour accéder plus facilement à la masse incommensurable d'informations qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde pour celui qui veut se cultiver, s'informer. Donc j'ai pensé qu'à l'intérieur de mon ministère, à la planification, il serait bon que mes agents disposent de ces instruments. Et c'est pour cela que nous avons mis en chantier cela. Et je suis satisfait de voir que d'abord, beaucoup d'agents beaucoup plus que je ne l'imaginais, se sont intéressés. Ils s'y sont d'abord intéressés et ils s'y mettent. Les séminaires qui ont été organisés pour l'initiation, leur initiation, ont été suivis beaucoup plus que nous ne le pensions au départ. Il y a eu beaucoup plus de gens qui se sont présentés. Et manifestement, ça les intéresse, ça les accroche, et c'est une bonne chose. Parce qu'au total, encore une fois, il ne s'agit pas de regarder ça sous l'angle de gadget. Il s'agit de regarder ça comme des instruments de nature à permettre l'amélioration de la performance de nos agents, donc du ministère, et donc l'amélioration du service que nous pouvons rendre à notre pays. Monsieur le ministre, j'ai juste deux questions sur ce volet. Vous m'en voudrez certainement si je ne parle pas d'Oyemba, homme politique. Alors, il semble que vous vous êtes fait des promesses ces derniers temps d'être beaucoup plus proche de votre base politique. On a vu l'anniversaire différé du Parti démocratique gabonais en Toum. Cette pacification et cette osmose avec les populations et la réussite de cette fête, pour vous, est-ce qu'il y a une nouvelle méthode politique au Yemba aujourd'hui? Nouvelle, je ne crois pas. Je fais ça depuis que je suis en politique. La célébration de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais auquel j'appartiens, nous le faisons en Toum tous les ans. Tous les ans, vous pourrez le remarquer, vous pourrez vous référer aux documents, aux journaux, aux documents de vos concurrents, de vos chaînes concurrentes, n'est-ce pas? Avec des messages nouveaux tout de même, et différents. Non, d'abord, chaque année, on le fait. Et puis, on ne fait pas que ça. Il n'y a pas que l'anniversaire du Parti démocratique gabonais. Nous organisons diverses autres manifestations dans ma circonscription électorale qui donnent en effet l'occasion aux populations, disons, de m'approcher, de discuter avec moi, ou de manger avec moi, de boire avec moi. Voilà. On vous voit parfois sur le volant. Oui, j'aime conduire. Faire le footing. Je le faisais régulièrement dans le passé, un peu moins aujourd'hui parce que, disons, les années ont passé, n'est-ce pas? Donc, mais j'ai toujours, oui, sur le plan personnel, j'aime avoir de l'activité physique, j'aime m'entretenir. Et donc, c'est ainsi, par exemple, que, vous le savez, je crois, j'ai initié depuis maintenant pas loin de plus d'une douzaine d'années une compétition sportive de football qui se déroule chaque année en Toum avec diverses équipes qui s'appelle la Coupe de Solidarité Casimiro Yemba et qui, je crois, je ne le lis pas du tout pour, comment dirais-je, pour me vanter, n'est-ce pas, mais qui rencontre de plus en plus de succès parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui souhaitent participer à cette compétition et nous sommes malheureusement obligés quelquefois d'en éliminer certaines pour que nous puissions continuer à maîtriser la chose.
Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que j'essaye, ce n'est pas simple, mais enfin j'essaye, je m'efforce de faire en sorte que les populations de ma circonscription dans le Kobo-Monda, que je garde un contact avec elles, de façon que je sois pour elles quelqu'un de proche, pas simplement un personnage qu'on voit à la télévision lorsque une chaîne de télévision me fait le plaisir de m'inviter, comme c'est le cas aujourd'hui. Quel est votre regard sur la démocratie gabonaise aujourd'hui? Pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité, je rappelle que vous êtes le premier ministre gabonais de la fin du parti unique, 20 ans après, et du lendemain de la conférence nationale. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui de notre démocratie? Oui, c'est une grande question. Ouais. C'est une grande question. Je ne sais pas si je suis l'homme idoine pour porter un jugement là-dessus. Mais enfin, je ne veux pas non plus me... C'est votre sentiment, c'est vous qui étiez Premier ministre. Je ne veux pas non plus me débiner, n'est-ce pas? Je suis un acteur politique aujourd'hui, donc je suis gabonais, donc effectivement, ça m'intéresse de voir comment évolue notre pays. Bon, très simplement, je dirais que je pense que notre pays a fait de grands progrès. Oui. Je le dis vraiment en toute responsabilité. Nous étions en système de parti unique, essentiellement parce que à l'époque, le président Bongo, en accédant à la magistrature suprême en 1967, avait trouvé notre pays miné par diverses querelles politiques qui divisaient le pays. Et il a estimé qu'il fallait mettre l'accent sur ce qui unissait les Gabonais, ce qui pouvait les cimenter, ce qui pouvait cimenter et consolider l'émergence d'un sentiment national. Et c'est ainsi qu'il a créé le Parti démocratique gabonais, parti unique donc, en mars 1968. Et nous avons vécu sous ce régime-là jusqu'en 1990, jusqu'à la conférence nationale, qui a mis un terme à ce système et a pensé que les Gabonais, en effet, étaient mûrs maintenant pour pouvoir exprimer leurs opinions dans des formations politiques différenciées. Je suis donc arrivé au gouvernement en avril 1990, dans ce contexte-là. Ce n'était pas tout à fait simple, n'est-ce pas? Le Gabon virait sa cutie politique, ce n'était pas simple d'organiser cela. Et 17 ans après, j'affirme, je dis bien que j'affirme que notre pays a progressé. Aujourd'hui, les Gabonais s'expriment. Chacun des Gabonais peut dire ce qu'il a envie de dire, sans risquer quoi que ce soit. Dès lors qu'il exprime ses idées et ses convictions dans les formes qui conviennent à un pays ordonné, démocratique, civilisé, etc. Ceci n'était pas tout à fait possible avant, il faut bien le reconnaître aujourd'hui. Par ailleurs, mais toutes ces choses-là sont liées les unes aux autres, n'est-ce pas? Les hommes qui exercent des responsabilités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient administratives, ils savent aujourd'hui qu'ils sont regardés par les Gabonais. Et c'est normal. De ce fait, ils sont tenus, ils sont quasiment contraints de faire attention à ce qu'ils font, de s'assurer notamment que l'action qu'ils mènent, le travail qu'ils font, va globalement dans le sens des attentes des populations. Parce qu'il y a une remise en cause.
Pas forcément une remise en cause. Remise en cause, c'est lorsque vous vous rendez compte que bon, ce que vous faites n'est pas correct, mais avant même d'en arriver là, vous savez tous les jours que vous devez travailler pour satisfaire les besoins généraux du pays, vous devez travailler correctement, etc. Parce que la possibilité que vous soyez sanctionné, entre guillemets, quand je dis sanctionné, c'est pas forcément aller en prison. Vous savez qu'une sanction est possible quelque part, n'est-ce pas? Et ça, c'est... peut être voté. Par exemple, ouais. pour un homme politique, par exemple. Cela est de nature, je pense, à améliorer le rendement, appelons cela comme ça, général des responsables. Et je pense que ça aussi, c'est un progrès. On dit dans notre pays que le travail dû ne finit jamais. Bon, le travail dans un pays ne finit jamais. Rien n'est parfait. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Le président Bongo lui-même le dit souvent. Nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous devons continuer à faire en sorte que nous avancions progressivement mais résolument sur la voie du développement et du progrès de notre pays et de la consolidation de l'unité nationale. Tout à fait. Alors, le Gabon s'est doté sous le pilotage de votre ministère d'un document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté qui s'appelle le DSRP. Alors, le premier constat est de savoir qu'aujourd'hui, on a du mal à le retrouver dans les documentations, au niveau de la documentation de la place, au niveau des institutions, au niveau des ministères. Pourquoi il n'est pas vulgarisé? Je ne sais pas si vous avez fait le même constat, mais enfin, c'est difficile de... Nous avons, ce DSRP, nous l'avons présenté au gouvernement en 2005. Bon, à l'époque, nous l'avons, le document, si vous voulez, j'allais dire le pavé en lui-même, oui. Nous l'avons distribué à pratiquement tous les secteurs de l'administration gabonaise. D'abord à tous les membres du gouvernement. Nous en avons envoyé une partie à l'Assemblée nationale, une partie au Sénat. J'ai d'ailleurs eu l'occasion moi-même d'aller aussi bien devant les députés que devant les sénateurs pour leur présenter ce DSRP. La plupart des administrations gabonaises en disposent. Sans doute pas en quantité suffisante parce que, comme vous pouvez vous en douter, l'impression de ce document nous coûte assez cher. Enfin bref, nous avons, à la sortie du DSRP, nous l'avons diffusé selon les moyens que nous avions à l'époque. Je peux vous dire que le Premier ministre Yandon nous a demandé, il y a à peu près un mois, de le faire à nouveau imprimé pour en assurer encore une plus large diffusion. Nous sommes en train de le faire et je crois que l'imprimeur... Donc le processus continue. Oui, ça continue. Mais puisque nous parlions tout à l'heure des nouvelles techniques de l'information, oui. ce DSRP, il est en ligne. Il est en ligne, donc... sur le web, vous pouvez parfaitement en prendre connaissance et le consulter pour ceux qui le souhaitent. Alors le gouvernement tient beaucoup à ce document, dans sa lutte contre la pauvreté, tient beaucoup à ce document. Quel est le contenu que vous donnez à la pauvreté au Gabon? Quand je dis contenu, je ne vous demande pas de faire une description scientifique du terme, sinon on va rester 48 heures, je sais que vous êtes talentueux là-dessus, mais la pauvreté, lorsque vous luttez contre la pauvreté au Gabon, vous commencez d'où à où? Est-ce la recherche de l'emploi, les investissements, l'infrastructure? Le DSRP dit quoi exactement là-dessus? Je serais tenté de dire que c'est tout cela, en effet. Nos téléspectateurs ne sont pas des économistes distingués, n'est-ce pas? Donc, en effet, nous n'allons pas aller dans des considérations théoriques compliquées.
nous allons essayer d'être simples et de leur être accessibles. Oui. Pour déterminer le phénomène de la pauvreté, nos équipes, les équipes de la Direction générale de la statistique, avec le concours d'autres personnes d'ailleurs, ailleurs sur place ici, les autres ministères, ailleurs des consultants qui venaient de l'extérieur, ont mené une enquête sur la pauvreté, selon les méthodes statistiques que moi je ne connais pas, qui sont leur affaire. Ils ont interrogé à peu près 8000 ménages, choisis selon leur technique statistique, encore une fois. Et ils ont vu que à peu près entre 30 et 33% des ménages gabonais pouvaient être considérés comme étant frappés par le phénomène de la pauvreté. Alors, le DCRP pense d'abord que pour lutter contre la pauvreté, il faut avoir des moyens. On ne lutte pas contre la pauvreté avec des mots, avec des paroles. C'est clair. N'est-ce pas? On lutte contre la pauvreté en menant des actions précises, n'est-ce pas? Lesquelles actions précises nécessitent la réunion de moyens, l'assemblage de moyens, ouais. et en particulier de moyens financiers. Si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes pauvre, c'est le cas de le dire, oui. vous pouvez avoir toutes les bonnes idées que vous avez, vous ne pourrez pas les réaliser. Donc vous ne pourrez pas lutter contre la pauvreté, vous ne pourrez pas développer votre pays. Bien. Donc nous pensons qu'il faut impulser de la croissance dans le pays. C'est la croissance économique qui engendre les moyens qui, eux, permettent de lutter contre la pauvreté par la réalisation de diverses actions dans divers domaines. N'est-ce pas? Et deuxièmement, pour impulser cette croissance, nous pensons qu'il faut en particulier développer, améliorer et entretenir nos infrastructures. Les infrastructures de base, parce qu'elles sont de base précisément parce qu'elles sont le fondement de l'activité économique, elles sont le fondement du développement de l'activité économique dans un pays. Infrastructures de transport, vous ne pouvez pas avoir un pays développé si vous n'avez pas, par exemple, un bon réseau routier, si vous n'avez pas des ports qui fonctionnent correctement, si vous n'avez pas des aéroports performants. Il n'y a aucun pays développé où il n'y a pas de bonnes routes. Donc il faut de bonnes routes, n'est-ce pas? Il n'y a pas un pays développé où vous n'avez pas un bon système de télécommunication. Dans tous les pays développés, vous pouvez téléphoner d'un coin à un autre du pays sans problème, vous pouvez envoyer des émissions de télévision d'un coin à un autre sans problème, vous surfez sur Internet, etc. Les télécommunications. Il n'y a pas un pays développé où la fourniture d'énergie et d'eau pose problème. Je prends un exemple. Si vous achetez, par exemple, je ne sais pas moi, un terrain dans un village de France, où que ce soit sur le territoire français, vous pourrez vous faire amener l'eau et l'électricité là où vous voulez construire. C'est ça le développement. Et quand je dis, j'ai pris l'exemple de la construction d'une maison individuelle, mais il en est de même. Si une usine veut s'implanter quelque part en France, l'investisseur sait que là où il veut implanter son usine, il pourra y amener l'eau, il pourra y amener l'électricité, il pourra y amener le téléphone, etc., etc. Quelle est la politique actuelle du gouvernement en matière d'investissement, monsieur le ministre d'État? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Enfin, c'est pour permettre aux gens de mieux comprendre, parce que jusqu'aujourd'hui, est-ce que les conditions actuelles d'investissement au Gabon sont supportables pour l'investisseur étranger? Qu'est-ce que le gouvernement fait
pour que ça soit supportable et pour attirer l'investissement étranger? La marque, nous avons un problème au Gabon. Vous, par exemple, vous travaillez ici à Libreville. Je prends un exemple tout à fait tiré par les cheveux pour me faire comprendre, n'est-ce pas? Imaginons que votre employeur, Télé Africa, ait une succursale, par exemple, à Mékambo, par exemple. Bien, vous travaillez ici à Libreville, j'imagine que vous avez une femme, des enfants qui vont à l'école, etc. Bien. Demain, Télé Africa vous affecte à son antenne de Mékambo. Bon, vous pouvez dire, ah non, je ne peux pas aller à Mékambo parce que là-bas, je ne suis pas sûr de trouver une maison, par exemple, correcte pour y habiter. Je ne peux pas aller à Mékambo parce que mes enfants vont à l'école ici et je ne suis pas sûr qu'à Mékambo, j'aurai une école de niveau équivalent pour leur formation. Ça, c'est des choses qui n'existent pas dans un pays développé. Quelqu'un travaille à, je sais pas moi, à Détroit, aux États-Unis, il est affecté à Houston, dans le Texas, il s'en va. Pourquoi il s'en va facilement? Mais parce qu'il sait qu'à Houston, il trouvera une maison qu'il pourra louer ou acheter. Il trouvera des écoles pour ses enfants de valeur équivalente. Il trouvera des dispensaires, des hôpitaux, des centres de loisirs, des cinémas, des théâtres, etc., comme à Détroit. Donc il n'a aucune raison de ne pas y aller. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Donc il faut améliorer ces choses-là. Il faut améliorer ces choses-là. Ça fait partie de la lutte contre la pauvreté et donc... Là, vous parlez en termes de perspective. Mais les Gabonais qui vous suivent ce soir, monsieur le ministre d'État... J'ai pas fini. Parce que vous avez évoqué le problème de l'attraction des investisseurs. Okay. La dernière grande orientation ciblée par le DCRP, c'est d'améliorer la gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance au sens large. La gouvernance, c'est la gestion des finances publiques, c'est l'amélioration des performances et du fonctionnement de l'administration, c'est l'amélioration du fonctionnement de la justice, c'est l'amélioration de la réglementation des lois qui existent dans notre pays et notamment de la réglementation de tout ce qui tourne autour des affaires, n'est-ce pas? Pour qu'un investisseur vienne au Gabon, il faut que dans sa décision, il ait conclu qu'il a plus avantage à venir au Gabon que d'aller investir dans tel ou tel autre pays. Donc il faut que l'environnement général des affaires au Gabon soit attractif, notamment les lois fiscales, douanières, le fonctionnement de la justice, l'efficacité de l'administration, etc., etc. Si un investisseur, en réfléchissant, s'aperçoit que non, si je veux créer une entreprise au Gabon, ça va me prendre 3 ans, alors que si je vais, par exemple, je ne sais pas moi, à Singapour, en 3 jours, je crée une entreprise. Mais il sera tenté d'aller là où c'est le plus facile. J'ai pris là qu'un petit exemple, mais ceci pour dire que la gouvernance, de manière générale, la manière de gérer le pays, la manière de l'administrer au quotidien et à tous les niveaux, dans tous les compartiments de la vie, pas seulement au niveau des responsables politiques, mais également au niveau du postier, du douanier qui est à l'aéroport, bref, que l'ambiance, appelons ça comme ça, que l'ambiance générale dans le pays soit de nature à rassurer les gens, sinon à les attirer. C'est tout cela que se propose. Là, c'est dans les perspectives. Mais ce qui a été fait, le gouvernement a pris plusieurs mesures. Il y a eu la création de l'APIP. Par exemple, il y a eu la diversification de l'économie. Quel est le bilan aujourd'hui qu'on peut faire de ces mesures? Le bilan, c'est que on a ciblé un certain nombre d'orientations que nous devons poursuivre. Je ne sais pas si, à un moment donné, véritablement, on peut faire le bilan de tout cela. Nous sommes au début, je crois, de ce processus, sinon de cette prise de conscience. Donc, les effets de ces mesures
ne peuvent se déployer que sur le moyen et même le long terme. Ce que je peux vous dire très simplement et très franchement, c'est que dans ce domaine-là, tout à la fois, je pense que nous avons fait quelques progrès, mais que nous avons encore un long chemin à faire. Nous avons fait quelques progrès parce que, ne serait-ce que dans la gestion des finances publiques, aujourd'hui, les choses sont un peu plus vissées qu'il y a 25 ans, par exemple. N'est-ce pas? Bon, c'est le résultat de cette prise de conscience, c'est le résultat de ces mesures qui sont prises par les différents gouvernements qui se sont succédés et toujours sous l'impulsion du chef de l'État. Maintenant, le travail ne s'arrête pas en un jour, n'est-ce pas? Je n'ose pas employer tout le mot, mais les Gabonais comprennent ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, nous devons continuer. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais parce qu'il faut toujours continuer à faire des efforts, à faire attention et à travailler. En matière de création d'emplois, il y a beaucoup de Gabonais qui en ont besoin. Est-ce que vous êtes favorable dans le DSRP ou vous-même, en tant que ministre de la Planification, favorable à ce qu'il y ait des quotas en matière d'emploi? Par exemple, ce qui concerne les secrétaires, les pompistes, les taximens, qu'il y ait des quotas pour l'admission des étrangers ou des expatriés dans ce genre de métier, pour permettre aux gens d'avoir des emplois directs. Ce ne sera pas de la xénophobie, je n'espère pas. Non, je voudrais d'abord préciser une chose, c'est que dans les enquêtes que nous avons menées pour le DCRP, nous avons vu que dans l'esprit des Gabonais, pour lutter contre la pauvreté, la mesure qu'ils placent en premier, mais très loin en première place, c'est l'emploi. Pour eux, lutter contre la pauvreté, c'est essentiellement pouvoir disposer d'un emploi, pouvoir avoir un emploi. Et le président Bongo le dit souvent lui-même, et ça correspond exactement à ce que pensent les Gabonais. C'est ce qui montre, c'est un exemple plus qu'il est tout à fait en phase avec j'allais dire, les pulsations de son peuple. Le président Bongo dit souvent que, pour lui, la pauvreté, c'est essentiellement le fait que l'emploi est devenu difficile. Donc, si l'emploi redevenait fluide, on aurait ainsi fait déjà beaucoup, sinon très largement, pour lutter contre la pauvreté. Donc, le problème de l'emploi est un problème qui est devenu extrêmement sensible dans notre pays. C'est vrai que par rapport aux gens de ma génération, par exemple, quand j'étais étudiant, je n'avais aucune espèce d'inquiétude sur ce que je pourrais faire après mes études. Je savais que j'aurais un emploi, je le savais. Aujourd'hui, quand il m'arrive de discuter avec des jeunes gens aujourd'hui, certains m'avouent que, oui, ils sont à l'école, ils sont sur les bancs de l'université, ils sont sur le banc de telle ou telle école, mais ils ne savent pas ce qu'ils auront au bout. Bon, donc l'emploi est devenu vraiment quelque chose de très sensible. Bien. Alors, pour faciliter l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez fait allusion à l'instauration de quotas. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Je crois très sérieusement que l'emploi redeviendra fluide lorsque l'activité économique sera plus soutenue. C'est l'activité économique qui permet de générer des emplois, n'est-ce pas? Deuxième chose, la formation. On constate une chose, quand vous discutez avec les entreprises qui sont au Gabon, les chefs d'entreprise, n'est-ce pas? Que ce soit vrai ou pas vrai, mais les chefs d'entreprise disent cela, qu'ils aimeraient bien recruter des jeunes Gabonais, mais souvent les formations qu'allèguent les demandeurs d'emploi ne correspondent pas aux besoins qu'ils ont, eux, dans les entreprises. Ça veut donc dire qu'il faut rechercher de plus en plus
une adéquation entre les formations qui sont dispensées dans les écoles, dans les instituts, dans les facultés, n'est-ce pas, et les possibilités qui peuvent s'ouvrir aux jeunes sur le marché du travail. Je ne crois pas aux quotas, non pas parce que je ne suis pas xénophobe, c'est pas pour des questions philosophiques, n'est-ce pas, parce que moi je me dis simplement ceci. Vous avez parlé par exemple des taxis. Dans Libreville, je pense que 80 à 90% des chauffeurs de taxi sont des étrangers. Oui. Mais qui interdit à un Gabonais d'être chauffeur de taxi? Ah ben, personne. Bon. Donc, si un Gabonais dit que moi il a envie d'être taximan, il peut l'être. Je prends un autre exemple. Oui. Je prends un autre exemple. Nous avons évoqué tout à l'heure la célébration des anniversaires du Parti démocratique gabonais. Oui. Bien. Toutes les manifestations que nous faisons au Gabon, aujourd'hui, les Gabonais ont pris l'habitude, bonne ou mauvaise, j'en sais rien, mais je constate cela, de faire coudre des pailles ou des t-shirts, etc. Ils achètent des pailles, ils font coudre des chemises, des robes, etc. etc. Est-ce que vous imaginez que tous ces pagnes-là, ces chemises, ces robes, elles sont cousues par des tailleurs, n'est-ce pas? Dans les quartiers à Libreville. Vous connaissez beaucoup de tailleurs gabonais? Moi, je n'en connais pas beaucoup. La plupart des tailleurs qui sont installés dans notre pays aujourd'hui, en tout cas dans notre capitale, qui est le centre d'activité le plus important, ce sont des étrangers. C'est écrit où ça? Dans quelle loi c'est écrit que c'est interdit à un Gabonais d'être tailleur? Les coiffeurs, il vous arrive, comme à moi aussi, de me faire couper les cheveux, n'est-ce pas? Il y a combien de coiffeurs gabonais dans les quartiers? Si vous avez une voiture et que vous creviez, vous avez une crevaison, le vulcanisateur qui est au coin de la rue, qui va vous réparer votre roue, il y a combien de Gabonais parmi eux? Les coupés, n'est-ce pas? Là où les gens mangent, les dos tournés. La plupart, ce sont des étrangers. Mais qui interdit à un Gabonais de faire un coupé-coupé, un dos tourné? Donc, quand on parle d'emploi, on voit simplement les grands emplois, ou tout au moins les emplois qui sont dans les bureaux. Mais il n'y a pas que ça. Les Guinéens, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Aïrois, les Congolais, les Camerounais, qui sont chauffeurs de taxi, vulcanisateurs, peintres, tailleurs, coiffeurs, photographes, jardiniers, veilleurs de nuit. Mais croyez-moi, quand ils viennent au Gabon, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils viennent au Gabon parce qu'il y a ces possibilités-là. Si ces possibilités-là étaient prises, si ces emplois-là étaient occupés par les Gabonais, ils gagneraient cet argent-là. Western Union, allez dans les bureaux de Western Union, vous verrez ce que ces étrangers qui sont venus gagner leur vie au Gabon, et qui souvent la gagnent véritablement à la sueur de leur front, n'est-ce pas? Ce qu'ils envoient comme argent chez eux. Mais cet argent-là, mais ils le ramassent devant nous. J'allais dire à notre nez, à notre barbe. Oui, mais qui interdit aux Gabonais? Il y a aussi un phénomène de préférence. Non, laissez-moi. Qui interdit aux Gabonais d'être coiffeur, d'être vulcanisateur, d'être tailleur, d'être jardinier? Qui interdit ça au Gabon? Donc les quotas, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il y a un phénomène de préférence aussi. Je prends un cas, pour le transport, par exemple. Vous avez un Gabonais qui peut faire importer 5 véhicules, il préférerait les donner à un Camerounais. Et pourquoi? Ça, il faut le savoir maintenant. C'est un problème. C'est aussi un problème, tout en acceptant qu'il y a des préférences. Enfin, pour revenir à votre question, moi je ne crois pas aux quotas. Je crois, premièrement, pour, je dirais, rendre fluide le marché de l'emploi, à nouveau, je crois d'abord à l'activation de l'économie, impulser de la croissance dans le pays. Je crois à la formation, n'est-ce pas?
faire en sorte que les gens aient des formations qui leur permettent de prétendre à tel ou tel emploi. Et je pense que sur ces deux fronts-là, nous devons avancer. Certes, l'État, je veux dire qu'il y a aussi des actions relativement dirigistes, de nature réglementaire ou légale. Vous l'avez évoqué dans votre question. Je constate, ce n'est pas du tout de la xénophobie. Moi, il m'est arrivé de vivre quelques longues années dans un pays voisin qui est le Cameroun. Mais à l'époque déjà, n'est-ce pas, les emplois de secrétaires dans les entreprises privées, etc., mais vous ne pouviez pas voir une étrangère dedans. Ces emplois sont réservés aux Camerounais. Moi, je constate qu'ici, nous avons une école de secrétariat qui est tout à fait valable, n'est-ce pas? Elle sort des secrétaires qui sont valables, mais aller dans les bureaux des administrations et surtout des entreprises privées, qu'elles soient gérées d'ailleurs par des Gabonais ou par des étrangers, vous verrez beaucoup de secrétaires qui ne sont pas gabonaises et qui quelquefois n'ont pas la formation de celles qui sortent de notre école de secrétariat. Moi, j'estime que pour des emplois de cette nature, de ce niveau, aujourd'hui, il devrait être purement et simplement interdit de recruter des étrangers. Parce que sur place, il y a de quoi fournir ces créneaux d'emploi. N'est-ce pas? En revanche, je comprends très bien que pour des emplois de qualification élevée, j'en sais rien, moi. Oui, tout à fait, il faut avoir un profil pour... Ouais, bon, que nous n'ayons pas encore aujourd'hui, sur place au Gabon, suffisamment de gens pour les occuper. Donc il est normal qu'on fasse venir des étrangers. Je prends le cas de l'enseignement, par exemple. N'est-ce pas? Dans l'enseignement, j'ai été l'autre jour au lycée de Ntoum pour remettre à la nouvelle classe scientifique qui a été mise en place là-bas du matériel. Mais les professeurs qui m'ont reçu au lycée de Ntoum, les professeurs de physique, de chimie, de mathématiques, ce sont presque tous des étrangers. Bon. Donc nous avons là un sérieux manque, une grave insuffisance. Nous devons former des gens pour pouvoir assurer ces emplois, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Avant de marquer une pause pour la dernière partie de notre émission, vous me permettrez de vous poser des questions concernant les bailleurs de fonds. Nous sommes avec le FMI depuis 1985 et vous avez le dernier rapport du FMI qui prévoit une embellie pour les pays africains pour l'année prochaine. Alors, les responsables du FMI ont fait le déplacement sur Libreville ces derniers temps. Nous discutons ensemble. Est-ce qu'une stratégie de réduction et de croissance, de réduction de la pauvreté et de croissance peut suffire pour que nous soyons admissibles ou éligibles aux accords de confirmation, ou si vous voulez, aux facilités de réduction de la pauvreté dont bénéficient les autres pays africains? Très exactement. Le DSRP, si vous voulez, au départ, n'était pas dans l'ordre de nos discussions, appelons ça comme ça, avec le Fonds monétaire international. Nous sommes en relation avec le Fonds monétaire international depuis longtemps. Depuis, je dirais, pratiquement depuis la première crise économique et financière qui a frappé notre pays dans les années 85-86, n'est-ce pas? Le DSRP, ce n'est que là, en hier, voilà, c'est une affaire de hier. En revanche, le programme que nous discutons, nous arrivons à la fin d'ailleurs de cette discussion, et je peux dire que elles sont plutôt en très bonne voie, et je pense qu'on devrait très probablement conclure un accord avec les gens du Fonds monétaire très bientôt. En revanche, les orientations générales qui sont dans le DSRP et que j'ai résumé un petit peu tout à l'heure au cours de notre conversation, elles se combinent parfaitement avec la démarche qui sera décrite
la démarche économique, financière, etc., qui sera décrite dans le programme que nous allons signer avec le Fonds monétaire international sur 3 ans. Toutes ces choses-là sont forcément mêlées, n'est-ce pas? Parce que on parle de la même chose, on vise les mêmes objectifs. Ces objectifs, c'est quoi? C'est le développement du pays, développement harmonieux, n'est-ce pas? C'est l'amélioration de la gouvernance générale dans notre pays, c'est le redressement des finances publiques gabonaises, de façon que nos ressources ne soient pas complètement mangées par le fonctionnement de notre pays et par la dette, mais que nous disposions quand même de suffisamment de ressources pour continuer à investir, donc à préparer l'avenir, etc. Toutes ces choses-là se rencontrent. Donc, le programme qui sera signé avec le Fonds monétaire international, très bientôt, je l'espère, n'est-ce pas, est tout à fait en phase avec les orientations qui sont ciblées par le DSRP, parce que nous disons la même chose, si vous voulez. Donc, le DSRP n'était pas une obligation pour avoir de l'argent frais du fonds? Pas du tout. Non, formellement non, au départ tout au moins, mais j'avoue avoir été, je ne le cache pas, j'avoue avoir été un peu surpris. Surpris par, si vous voulez, au départ, n'est-ce pas, lorsque on a commencé à parler de l'élaboration d'un DSRP, nous avons réuni tous nos partenaires. Toutes ces institutions-là, Fonds monétaire, Banque mondiale, tous ces gens-là, on les a appelés. Disons, pour ne pas m'étendre outre mesure, je n'ai pas senti chez eux un enthousiasme délirant au départ quant à l'idée de faire un DSRP au Gabon. Il faut préciser aussi que le Gabon étant un pays à revenus intermédiaires, en général, ce n'est pas les pays à revenus intermédiaires qui font des DSRP. C'est des PMA, les pays les moins avancés. Ce sont eux qui font des DSRP. Donc, mais j'ai constaté qu'au fur et à mesure que nous avancions, leur intérêt croissait. Leur intérêt, quant à la démarche du DSRP, croissait. Et je suis encore plus surpris de constater qu'aujourd'hui, dans les programmes que nous négocions avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, etc., bon, sans en être une conditionnalité formelle, express, stricte, néanmoins, ces programmes manifestement mentionnent le DSRP comme étant une démarche qu'il faut poursuivre, que ces orientations-là méritent d'être suivies, etc., etc. Donc voilà ce que je constate. Je ne peux pas... Quel est l'état de nos accords aujourd'hui avec la Banque mondiale? Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes gouverneur du Gabon pour la Banque mondiale. Exact. Alors, quel est l'état de nos accords aujourd'hui? On a quand même vu une délégation de 8 directeurs de la banque ici. Et la banque a financé tout de même le PAP Sud, ce qui est aujourd'hui le programme de développement et infrastructure locale. Le PAP Sud et la protection des forêts à hauteur de 25 millions de dollars, 15 millions de dollars. Bon, je laisse aux téléspectateurs le temps de calculer tout ça. L'État aujourd'hui, je vois que vous êtes bien informé. Nous sommes en relation en effet avec la Banque mondiale et nous avons en effet fait avec la Banque mondiale le PAP Sud qui est arrivé à la fin et à achèvement. Et à partir du PAP Sud, nous avons pensé que cette expérience devait être renouvelée et je dirais étendue et amplifiée. Et c'est pour cela que, avec l'autorisation du gouvernement, nous avons négocié un nouvel emprunt auprès de la Banque mondiale qui nous a été finalement accordé, un emprunt de près de 13 milliards, 12 milliards et demi de francs CFA que nous avons obtenu et avec lequel nous allons réaliser des choses dans plusieurs coins du Gabon, n'est-ce pas, un peu le même genre de choses que nous avions faites dans le cadre du PAP Sud, mais à une échelle beaucoup plus étendue.
Et nous avons négocié aussi, ce n'est pas mon ministère qui s'occupe de ça, mais c'est le ministère de l'économie forestière, le ministère des eaux et forêts, pour parler simple. Lui aussi a négocié de son côté un prêt forêt-environnement avec la Banque mondiale, dont la mise en place est également incessante. Ceci pour dire que la Banque mondiale est pour nous un partenaire important, n'est-ce pas? Et nous avons à cœur d'entretenir ces relations et même les développer. C'est un partenaire important, mais un partenaire exigeant. C'est normal. Monsieur le ministre d'État, vous avez constaté que la première partie nous a pris beaucoup de temps parce qu'elle est aussi importante. Je vais vous laisser suivre ce document sur la dévaluation du franc CFA de 1994 et ses retombées dans les pays de la zone franc. Et puis vous réagirez, si vous le souhaitez bien, avant de parler des APE. Et ça nous permet également de respirer un peu. Je dirais que globalement, la compétitivité et la situation actuelle du cacao est satisfaisante dans l'économie ivoirienne. Il y a 3 ans, c'était encore une vaste plantation de café arabica et nous avons donc trouvé nécessaire de tout défricher pour y cultiver du haricot vert. Sur cette ferme, nous produisons le tiers environ de la production totale du haricot. Donc il faut bien savoir que les 2 tiers du haricot sont encore produits par à peu près 20 000 tout petits paysans. Vous voyez, qui actuellement, évidemment, attendent la saison des pluies pour produire du haricot avec nous. D'abord, il faut dire que nous avons un marché céréalier qui est libéralisé. Dans le cadre d'un programme que nous appelons le PRMC, le programme de restructuration du marché céréalier. Ce programme a permis de libéraliser le secteur, de l'ouvrir à la concurrence, de libérer les prix et de laisser le marché jouer. Nous l'avons fait en toute confiance parce que nous sommes certains que la liberté du marché est un bon stimulant et permet à une économie d'être dynamique. Donc c'est vraiment en conscience et avec conviction que nous avons fait cela. J'observe que c'est là où les pays de l'Afrique de l'Ouest ont fait le mieux, puisque nous avons pu maîtriser l'inflation, alors même que personne ne pensait que ces économies ou ces gouvernements ne pouvaient le faire. Je dois dire au passage qu'il faut rendre un hommage aux partenaires sociaux, à tous les travailleurs qui ont compris que l'enjeu était la maîtrise de l'inflation. Le couple dépenses, masse salariale, inflation devait être maîtrisé pour pouvoir donc se donner les chances de réussir l'opération de dévaluation. De finances publiques et de balance extérieure, vous devez corriger la situation. C'est comme un individu qui dépense plus qu'il ne gagne. Il est évident qu'on ne peut pas faire confiance à un tel individu. C'est simple à comprendre. Donc il faut réajuster cette situation et aussi la dévaluation, nous l'avons présentée comme une opportunité de développement. Cette entreprise a été créée en janvier 1995, donc 1 an après la dévaluation, parce que j'ai constaté que l'économie redémarrait et qu'il y avait des possibilités d'insérer une compagnie d'assurance dans le secteur. Si l'économie va, les compagnies d'assurance vont, parce qu'il y a plus de liquidités, il y a plus d'affaires à assurer. Il y avait des problèmes de trésorerie dans l'économie. Même les banques étaient à sec, les entreprises étaient à sec et les particuliers étaient à sec. D'abord parce que l'État ne payait plus ses factures aux entreprises. Donc avec la dévaluation, il y a eu une inversion. L'État a commencé à rembourser et les entreprises ont commencé à respirer, donc à réembaucher et à restocker, à reproduire. C'est ce qui a fait repartir l'économie. J'avoue qu'avant la dévaluation, moi j'étais contre la dévaluation. Maintenant, je suis pour la dévaluation. Avant de mourir, il faudrait que je voie au moins 3 choses.
La première, le succès de l'ajustement structurel en Afrique. Deuxièmement, les performances brillantes des pays de la zone franc après un ajustement réaliste de leur taux de change. Et enfin, grâce à l'un et à l'autre, de voir l'Afrique dans une position de leadership mondial. Qu'il faut garder la sérénité. D'abord, ne jamais dépenser ses ressources avant de les avoir encaissées. Continuer à travailler dur. Les zones qui sont des zones d'agriculture, qu'on n'abandonne pas la terre, parce que la terre ne ment pas quand on sait lui faire appel. Oh, Malissa, Bafila be Malissa, Malissa. Et j'espère que les choses vont s'élargir au fur de l'amélioration des relations entre le secteur privé et le gouvernement. Ceci veut dire que le secteur privé et le gouvernement doivent travailler en confiance, donc créer un peu les conditions d'une plus grande confiance. Ceci nécessite bien entendu que les privilèges spéciaux pour certaines catégories d'entreprises ou d'individus, les protections particulières et également évidemment les problèmes de corruption, d'inefficacité puissent être résolus. Ça nécessite également la mise en œuvre d'un cadre réglementaire, légal et d'un système judiciaire qui fonctionne correctement. Et ce renforcement permettra donc, disons, à une plus grande proportion de la population de profiter des fruits de la croissance. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, que nous recevons le ministre d'État, ministre de la Planification, chargé de la programmation du développement, M. Casimir Oyemba. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ces images ? Vous qui avez été défendre la dévaluation aussi bien en interne qu'à l'extérieur du Gabon, en 1994. Non, à l'extérieur, non, en interne, oui. La dévaluation est survenue en janvier 1994. À l'époque, en effet, j'étais Premier ministre de notre pays. Et j'ai pensé à l'époque que le Gabon, le Premier ministre du Gabon d'alors, étant un ancien banquier central, je me devais d'expliquer aux Gabonais, à travers la représentation nationale, l'Assemblée nationale, ce qui s'était passé et ce qu'on en attendait. Maintenant, en regardant ces images plusieurs années après, je dirais que parce que finalement, qu'est-ce qu'il y avait dans la dévaluation? C'était le sens du redressement du pays. C'est vrai, on peut discuter de cela à perte de vue. Pour un pays comme le nôtre, comme le Gabon, on pouvait en effet se poser légitimement la question de savoir est-ce que véritablement le Gabon avait besoin de cela ou pas? Est-ce que le Gabon avait besoin d'une dévaluation ou pas? C'est une question tout à fait discutable et je peux vous dire que, sans nullement trahir, comment dirais-je, les échanges au haut niveau on a eu à ce sujet-là, le président Bongo n'était pas pour la dévaluation, ce n'est un secret pour personne, il n'y était pas favorable. Mais le Gabon a dû se rallier parce que nous sommes dans un ensemble. Nous avons une monnaie commune qui est le franc CFA. On ne peut pas imaginer qu'à l'intérieur de cette communauté monétaire, on dévalue pour tel et qu'on ne dévalue pas pour tel autre. Ce n'est pas possible. Ou bien nous restons dans la communauté et à ce moment-là, nous bénéficions des bons jours et des mauvais jours, et la dévaluation c'était un mauvais jour, ou alors nous sortons de la communauté. Bon. Donc nous sommes toujours dans cette communauté du franc CFA, donc même si les conditions du Gabon n'imposaient pas à l'époque qu'on dévalue, nous avons dû, par solidarité et par choix politique aussi, celui de rester dans la communauté,
subir cette dévaluation. Bien. Donc, plus de 10 ans après. Maintenant, aujourd'hui... C'est un échec pour nous. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Non, très sincèrement, techniquement, je ne pense pas qu'on puisse soutenir d'une manière irréfutable que la dévaluation a été un échec. Non, il y a même des éléments qui peuvent permettre de soutenir le point de vue contraire, n'est-ce pas? Au moment de la dévaluation, nos pays n'avaient plus de réserves extérieures. Aujourd'hui, ils ont reconstitué leurs réserves. Nos pays avaient des situations de finances publiques qui étaient complètement par terre, complètement détériorées, complètement exsangues. Nous avons, quand je dis nous, de manière globale, retrouvé une certaine aisance financière. Nous n'avions plus du tout d'intérêt pour les investisseurs, aussi bien les investisseurs sur place qu'a fortiori ceux de l'extérieur. À nouveau, dans le secteur, je prends le cas du Gabon par exemple, la croissance ces 2 dernières années, elle a été tirée non pas par le secteur pétrolier, n'est-ce pas, qui a connu un taux de croissance plutôt négatif ou nul, mais par le secteur non pétrolier. Bref, tout ceci montre bien que, disons, une certaine confiance, entre guillemets, a été retrouvée. Et la seule chose que je puisse dire, c'est que, techniquement, si en 1994, on n'avait pas dévalué, on n'aurait pas, aujourd'hui, retrouvé ces conditions. Ça c'est sûr. Bien. Maintenant, je crois que ce que les Gabonais doivent retenir, c'est que la dévaluation, c'était une technique d'ajustement sur le plan monétaire permettant de redresser le pays. Cette nécessité de redressement, d'effort, elle existe toujours, n'est-ce pas? Et elle ne disparaît jamais. Et il n'arrivera pas de jour ou de période où dans un pays, en tout cas dans notre pays, on pourra dire, bon ça y est, là nous y sommes arrivés, tout est parfait, il n'y a plus rien à faire. Mais personne ne le dit. Hein? Ça n'existe pas sur Terre. Tant qu'on est sur Terre, il faut toujours faire des efforts, il faut toujours faire attention, il faut toujours travailler, n'est-ce pas? Donc, c'est le message que je retiens de la dévaluation. Aujourd'hui, au Gabon, nous avons la chance, certes, d'avoir la paix, d'abord, la sécurité, c'est important. Nous avons la chance, à nouveau, avec l'augmentation des prix du pétrole, d'avoir pu enregistrer des ressources, des rentrées de ressources publiques importantes, n'est-ce pas? Nous devons mettre à profit ces éléments favorables, n'est-ce pas, ces atouts, pour redresser les choses, pour orienter le développement de notre pays d'une manière telle qu'il soit bien assis. Nous devons, en particulier, faire en sorte que notre, j'allais dire, coexistence un peu exclusive avec le pétrole, n'est-ce pas, s'atténue, baisse, que le pétrole, je voulais dire par là que le pétrole ne soit plus la seule mamelle du Gabon. Le pétrole, ça produit à peu près entre 60 et 70% de l'ensemble des ressources publiques de notre pays. C'est trop. C'est trop sur un seul produit. C'est trop sur une seule matière, n'est-ce pas? Donc nous devons faire en sorte que d'autres mamelles apparaissent dans l'activité gabonaise, pour parler simplement. Nous devons diversifier l'économie gabonaise, imaginer d'autres activités qui feront qu'elles occuperont des gens, elles vont entraîner des ressources, elles vont produire des ressources supplémentaires, de façon que nous ne soyons plus aussi dépendants que nous le sommes depuis pratiquement 25-30 ans du pétrole que nous le sommes aujourd'hui. Oui, ça c'est le ministre de la planification qui parle. La programmation et le développement aussi. Oui, si vous voulez, oui. Okay. La dernière partie de l'émission concerne les APE, les accords de partenariat économique.
en votre qualité d'ordinateur national dans notre coopération avec l'Union européenne, quel est l'avenir de notre coopération avec l'Union européenne au moment où, vous le savez, ce grand ensemble a célébré ses 50 ans, du moins le traité qu'il a créé? Oui, en effet, je voudrais profiter de cette occasion d'abord pour expliquer aux Gabonais que la coopération avec l'Union européenne, c'est quelque chose de très, très, très ancien. Notre coopération avec l'Union européenne date d'avant l'accession du Gabon à l'indépendance, n'est-ce pas? Après ça, il y a eu les accords d'association, les accords de Yaoundé, ensuite Lomé, maintenant Cotonou. Donc c'est une affaire qui date depuis très longtemps. La coopération avec l'Union européenne, c'est très vieux. L'Union européenne, deuxième chose que je voulais dire, c'est un partenaire pour nous extrêmement important. Extrêmement important. Important dans les volumes d'aide qu'elle nous dispense, important dans le spectre, dans le champ des activités qui sont financées par l'Union européenne. Ça va depuis les infrastructures jusqu'aux secteurs sociaux, en passant par les acteurs non étatiques, la société civile, enfin bref, le renforcement des capacités, etc. C'est vraiment un spectre très très large d'intervention. Troisième élément d'importance, c'est que l'Union européenne est aujourd'hui l'un des rares partenaires extérieurs dont l'aide à notre pays, comme aux autres pays ACP, est non remboursable. C'est-à-dire que l'argent que l'Union européenne nous donne, elle nous donne cadeau, n'est-ce pas? Alors que d'autres nous prêtent. Prêter, ça veut dire qu'on rembourse, n'est-ce pas? Ce que l'Union européenne fait au Gabon, ce sont des subventions, ce sont des dons. C'est extrêmement important. Maintenant, les APE, c'est quoi exactement? Il faut bien comprendre ça. Nous jouons sur la même scène. Ça veut dire que chacun lutte avec ses moyens. À art inégal. Oui, avec ses moyens. D'accord. Bon, pour lutter, pour jouer sur cette scène, donc il faut s'armer, il faut être compétitif. Parce que de plus en plus, et c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui régit ces choses-là, on estime aujourd'hui que les échanges commerciaux dans le monde doivent se faire librement, sans entrave de quelque nature que ce soit. N'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas dire au Gabon que, attendez, stop, on ne peut pas faire entrer, par exemple, des produits venant de Chine, de Slovaquie, d'Argentine, de Suède. On ne peut pas le dire, on ne doit pas le dire. C'est ça, c'est l'ouverture, c'est la liberté, n'est-ce pas, dans les échanges. Bien. Or, les pays ACP, dont fait partie le Gabon. ACP, ça veut dire Afrique, Caraïbes et Pacifique. C'est un groupe de pays qui a signé des accords particuliers avec l'Union européenne. Dans ces accords disent que la plupart de nos produits entrent sur les marchés des pays membres de l'Union européenne pratiquement sans limitation et sans droit de douane. Disons 95 à 97% de nos produits entrent sur le marché de ces pays-là pratiquement sans limitation. Sans taxe de douane. Bien. Ou avec des taxes vraiment très très faibles. Bon. L'Organisation mondiale du commerce a dit que ce système-là, ce système de préférence que nous avons avec l'Union européenne, il est contre le système de la mondialisation. Donc, on nous a donné une période transitoire pour changer ce système et le rendre compatible avec le système de l'OMC, le système d'ouverture intégrale. Cette dérogation expire le 31 décembre 2007. Après le 31 décembre 2007, nous devrons pouvoir nous ouvrir pour être conformes aux règles de l'OMC. Bon,
Ça demande un très grand effort. Ça demande une très grande réorganisation. Et c'est pour ça que depuis l'année 2002-2003, nous avons décidé avec l'Union européenne de renégocier nos relations commerciales avec elle, avec les pays membres de l'Union européenne, de façon à établir de nouvelles règles qui nous permettraient d'être en conformité avec l'OMC. Et c'est pour ça qu'on négocie de nouveaux accords de partenariat, un accord de partenariat avec l'Union européenne. Ces accords de partenariat seront passés entre l'Union européenne et chacune des régions des pays ACP. Et pour ce qui concerne notre sous-région ici, c'est l'Afrique centrale qui signera, si les négociations aboutissent naturellement, un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Ce n'est pas le Gabon en tant que tel, individuellement. C'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale étant entendue pour les besoins de cette négociation comme couvrant les pays de la CEMAC, les 6 pays de la CEMAC, d'une part, plus Sao Tomé et Principe, plus la République démocratique du Congo. C'est ce groupe de pays-là qui constitue l'Afrique centrale au sens... Donc ça ne remplace pas les accords de Cotonou, pas du tout. Non, non, ça rentre dans les accords de Cotonou. L'accord de Cotonou, c'est vraiment le grand chapeau, si vous voulez. C'est le grand chapeau, n'est-ce pas? Alors, donc... Est-ce que les textes sont prêts, monsieur le ministre d'État? Non, nous sommes en train de négocier depuis 2002-2003, n'est-ce pas? Nous négocions avec l'Union européenne. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des négociations difficiles, très difficiles. Elles sont menées principalement par la CEMAC, en notre nom à tous, et au niveau national, il y a des équipes qui s'occupent de ça, qui sont coiffées essentiellement puisqu'il s'agit essentiellement de questions commerciales, elles sont coiffées, notre équipe nationale est coiffée ici au Gabon par le ministre du Commerce. Donc c'est comme ça que les négociations se passent. D'abord au niveau national, nous étudions les problèmes sous la houlette du ministère du Commerce. Ensuite, les différents experts des différents pays, les différents ministres de ces pays-là se retrouvent au niveau du groupe CEMAC, Afrique centrale, n'est-ce pas? Et l'Afrique centrale, la CEMAC, pardon, pour nous, négocie avec l'Union européenne en tenant compte de ce que les experts et les ministres de nos pays lui ont donné comme instruction. Alors, puisque les démarches se font, on ne va pas aller plus loin, parce que bon, on va suivre tout de même le processus. Une dernière question. Est-ce que, malgré ces appuis, l'Union européenne, dans le cadre du FED, va continuer à nous appuyer, à nous donner de l'aide? Oui, non, tout à fait. Non, non. Le FED, c'est une autre chose qui, elle, découle de l'accord de Cotonou, que vous avez mentionné tout à l'heure. Les aides que nous recevons de la part du Fonds européen de développement, elles sont cadrées par notre programme indicatif national, enfin c'est le jargon de nos relations avec l'Union européenne. Nous avons ce qu'on appelle un programme indicatif national. Actuellement, nous sommes dans le cadre du 9e FED, nous sommes en train de préparer le 10e FED. Et donc c'est dans le cadre du programme indicatif national que nous signons avec l'Union européenne, nous Gabon, que nous déterminons les secteurs dans lesquels nous souhaitons que l'Union européenne nous aide. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans notre programme indicatif national, le secteur le plus important pour nous, c'est les infrastructures, et notamment les infrastructures de transport, et qui vont absorber à peu près 60% de toutes les aides que le Fonds européen de développement peut nous accorder dans le cadre du 10e FED. N'est-ce pas? La majorité des ressources, nous souhaitons qu'elles soient consacrées aux infrastructures, précisément parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de notre conversation, c'est un secteur qui nous paraît extrêmement important. Donc voilà comment les choses se passent. Non, non, ce qu'il faut retenir, c'est que la négociation des APE n'interfère pas directement sur les aides que le Fonds européen de développement nous apporte dans le cadre du FED. Non, non. Voilà, le ministre d'État, merci beaucoup d'être venu. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Nous avons prévu, je vous ai dit que ce sont des Gabonais qui ont fabriqué ce salon pour vous, à l'occasion. Et
nous allons les faire venir parce qu'ils ont prévu un cadeau à vous remettre. Vous savez, vous êtes un invité. Non, donc on ne peut pas laisser partir l'invité comme ça. Ces jeunes Gabonais ont créé une entreprise où ils fabriquent des salons et qui distribuent sur le marché local. Et ils emploient une dizaine de Gabonais aujourd'hui qu'ils forment et qui font ces œuvres-là sur place. C'est très très bien. Voilà, c'est un très beau. Ah, ben écoutez, c'est un très beau tableau qui est tout à votre honneur. Non, vraiment, je suis d'abord surpris, n'est-ce pas? Parce qu'en venant dans vos studios, je ne pensais pas recevoir les cadeaux. Je sais que je venais pour être soumis à la question, n'est-ce pas? Ça fait que, comme c'est la première fois que je venais à Télé Africa, mais ça restera... Le souvenir de mon passage ici va rester gravé de manière indélébile dans mon esprit, n'est-ce pas? Merci, monsieur le ministre. En tout cas, je vous en remercie infiniment et puis surtout, je saisis cette occasion pour vous encourager à continuer. Je suis fier de voir que il y a des Gabonais quand même qui cherchent, qui essayent, qui se débrouillent et qui créent des entreprises. Je crois que c'est une bonne chose. Ça prouve que nous aussi on peut. Voilà, donc vous avez tous mes encouragements et mes voeux de bonne chance et de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.